Salut Almami, alors aujourd'hui on est à la Muette, à Garges-les-Gonesse, dans mon quartier. On est ravis de t'accueillir. Du coup, si tu peux te présenter. Salut Inde, Almami Kanouté, ancien éducateur spécialisé, aujourd'hui consultant et intervenant en cohésion sociale, acteur à mi-temps et à plein temps activiste politique, on va dire sur les sujets qui touchent les injustices et les inégalités. Ça fait beaucoup de casquettes pour un seul homme. Je connais ton engagement notamment autour des violences policières, autour des minorités. Comment tu fais justement pour pouvoir être partout? Parce que c'est hyper compliqué. Est-ce que tu as une vie? Oui, bien sûr, hein, j'ai réussi à avoir une vie. Ouais. Malgré tout, c'est vrai que ces derniers temps, les gens se demandaient ce qui se passait, puisque j'ai dû lever un petit peu le pied pour régler certaines situations. Mais en réalité, j'ai toujours dit, quand on arrive ne serait-ce à donner 1 heure de son temps chaque jour, c'est déjà beaucoup. Après, c'est une question de volonté, une question de priorité. Moi, je sais que j'ai toujours été actif. Très tôt, j'ai créé ma première association. Et très tôt, j'étais dévoué, j'étais volontaire, j'étais au service des personnes qui n'avaient pas forcément les moyens de soit se défendre, de se relever seul, tout simplement d'être solidaire. C'est quelque chose qui est inné en moi et je ne peux pas rester indifférent. Je sais que tu viens de Fresnes, donc voilà, Fresnes, il y a beaucoup de quartiers prioritaires. Tu t'es engagé assez jeune. Qu'est-ce qui a fait justement que tu te disais un jour, tiens, il faut que je m'engage? En fait, j'avais juste envie de perpétrer ce que les anciens, les grands frères, les grandes sœurs, les adultes du quartier avaient mis en place pour nous. Ils faisaient en sorte de nous préserver d'une certaine réalité de l'époque. En tout cas, notre génération, on a connu cette crise des toxicomanes, des overdoses, de l'arrivée des drogues dures dans nos quartiers. On ne le sentait pas tant qu'on n'avait pas vu de nos propres yeux. Et en fait, on avait des adultes qui, en gros, nous protégeaient, nous préservaient des dangers du monde extérieur. L'enfant d'un tel ou d'un tel n'est pas obligé d'être ton enfant ou ton frère et ta sœur pour assurer un minimum de protection, pour faire de la prévention. Donc j'ai voulu tout simplement perpétrer en quelque sorte ce qu'on nous a inculqué comme valeur, tu vois, le partage, le respect. Ayant vécu des injustices moi-même, très tôt j'ai appris que si je ne le fais pas par moi-même, personne ne le fera pour moi en fait. On sait qu'on est dans une société qui cherche à nous cloisonner. Et moi justement j'ai fait le processus à l'inverse, c'est que j'ai été voir ce qui se passait ailleurs. Donc aujourd'hui, quand on me dit « ouais, t'es partout », parce qu'en fait, très tôt, j'ai cassé les frontières et très tôt, j'ai arrêté d'être dans cette logique d'être uniquement un mec du 9-4. Non, quand je vais dans le 9-1, c'est comme si j'étais chez moi. Là, on est dans le 9-5, c'est comme si j'étais chez moi, même si je n'ai pas encore eu le thé. En vrai, comme tu dis, que ce soit de Fresnes à Garges, les difficultés, ce sont les mêmes. Hein. On pourrait dire peut-être que les intensités peuvent diverger, mais je sais que Garges, une particularité chez vous, c'est les RICS. Voilà. Si je parle de Fresnes, on a aussi eu des RICS, mais qui ont été gérés très tôt. L'exemple que je donne souvent sur ma ville ou même sur le département, c'est qu'on a tout simplement appliqué une règle d'or. C'est le respect envers les différents quartiers, les uns les autres. Et à chaque fois qu'il y avait la moindre étincelle, on s'appelait entre nous. Il n'y avait pas la logique, ouais, vas-y, c'est pas mon quartier, je m'en occupe pas. Non, on se pose, comme là on est posé, on pose le problème et on le règle tout de suite. Il est hors de question qu'on se laisse tant qu'on n'a pas réglé le conflit ou le différend. Certains vont dire que quand ça dépasse les affaires illicites, c'est autre chose. Mais quand c'est juste des histoires de regard, de bousculade ou de réputation, à notre niveau, on peut encore gérer. Ce qui est le cas à Garges. Exactement. Et les médias pensent que c'est lié au trafic de drogue. Non, ça n'a rien à voir. Et je dirais même, heureusement, en région parisienne, on n'a pas encore adopté le level de Marseille. Tu vois, parce que sur Marseille, sur le plan sociologique, il n'y a pas de risque en fait. C'est que sur des histoires liées à des trafics de drogue. Nous, on descend souvent à Marseille avec nos jeunes, puisqu'on a beaucoup d'associations partenaires. Les jeunes de Marseille étaient choqués en fait qu'il y ait des RICS chez nous. Comme tu disais, là-bas, il n'y a pas de RICS à Marseille. Je parlais tout à l'heure de village. C'est vrai qu'à l'époque, faut savoir que nos parents, ils viennent tous du bled. Et quand ils sont arrivés ici, justement, c'était comme un village. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a plus cette impression. Est-ce que toi, tu as le sentiment, justement, qu'ils ont déserté ou pas? Moi, j'ai surtout le sentiment, au-delà effectivement de cette impression qu'on avait d'avoir des anges gardiens. La société est devenue tellement, nous pousse tellement à devenir individualiste que, en fait, les grands frères et les grandes sœurs, une fois qu'ils rentrent dans la vie sociale, ils ne se préoccupent plus des situations du quartier qui viennent de quitter ou certains y vivent encore. Tu vois, moi, par exemple, je suis régulièrement encore au quartier, j'y suis encore. Et je me préoccupe de l'environnement, je me préoccupe de ce qui se passe et de ce qui s'y fait. Certains vont croire que oui, ça a disparu, on ne se préoccupe plus, mais en fait, c'est l'impact de notre société actuelle. Demain, je croise le petit frère ou le fils d'un tel,
rouler sans son casque de moto, je vais l'arrêter, je vais lui prendre ses clés, je lui dis tant que tu ne présenteras pas un casque, je ne te rends pas les clés. Quitte à me prendre la tête avec ton père ou ton frère. Il y a 2 jours, justement, il y a un jeune qui est décédé aussi à Garges. À Garges, un jeune de Sarcelles, paix à son âme, et on pense à sa famille. Paix à son âme. Pour moi, c'est pas ma première bataille, on va dire, même si je lutte contre ça. Mais toi, tu es vraiment un visage, un symbole en fait, de la lutte contre les violences policières. Est-ce que tu as l'impression que depuis Adama Traoré, est-ce que ça a évolué ou pas? Il y a eu une évolution sur la façon dont les familles ont fait en sorte de réagir après coup. Il fut un temps où c'était surtout des associations qui accompagnaient les familles et qui prenaient la parole pour les familles. Et là, on observe depuis quelques années, c'est un membre d'une famille qui va porter le combat de toute la famille. J'ai envie de dire, l'évolution vient surtout de ceux qui ont commencé à se rendre compte que, en vérité, le problème est politique. Mais avant d'atteindre le niveau politique de cette problématique, organisons-nous de manière à ce que nous puissions nous défendre intelligemment sur le terrain de ces combats-là. Et c'est pour cette raison que, naturellement, je me suis retrouvé à devenir consultant. J'apporte, à travers mon expertise, des solutions, des pistes non exploitées ou non visitées, parce que les institutions ont tellement pris l'habitude de s'appuyer sur des associations ou des individus qui prétendent être la solution ultime à une problématique, alors qu'il existe des solutions. Par exemple, sur le cas des violences policières, le constat que je fais quand j'interviens auprès de certains publics, que ce soit des jeunes ou des adultes, mon premier constat, c'est que déjà, il y a une défaillance au niveau du droit. En tant que citoyen, je suis passé par là, je ne maîtrisais pas mes droits. À partir du moment où j'ai commencé à prendre connaissance de mes droits et à prendre connaissance du code déontologique des forces de l'ordre que je surnomme force du désordre, je me suis retrouvé à désamorcer des situations qui auparavant, j'étais complètement dans la capacité de canaliser mes émotions. Je m'énervais, je m'emportais et je mangeais des outrages et rébellions. Aujourd'hui, avec le sourire et dans le plus grand calme, juste le remettre à sa place. Et moi, bien sûr, je fais en sorte de surtout bien rester à ma place parce que la moindre virgule, le moindre faux pas peut se retourner contre moi. Et c'est ce que j'essaye en vérité à faire comprendre à nos jeunes, parce que nos jeunes aujourd'hui, malheureusement, beaucoup d'entre eux pensent que tenir tête à la police, c'est être un bonhomme. Alors que pour moi, aujourd'hui, je le dis ouvertement, être un bonhomme, c'est connaître ses droits, les maîtriser et maîtriser les codes, dont le code de déontologie. Régulièrement, on a des jeunes qui se font contrôler. Mon fils aussi, récemment, il s'est fait contrôler. Et tu vois, la flip que j'ai eue, alors qu'il n'y avait rien de flippant, il n'avait pas sa pièce d'identité. Comme il est mineur, ils m'ont contacté. Il a couru comme tout le monde fait ça. Quel conseil, justement, tu donnerais à ces jeunes lorsqu'ils sont confrontés, justement, à un contrôle? Je reviens sur le plan de ce que c'est d'être un citoyen à part entière. Si déjà, dès le départ, tu ne te considères pas comme un citoyen à part entière, même si on est dans une société qui aime nous pointer du doigt ou nous mettre dans des cases, tu pars avec un handicap. Et du coup, tu dis tout de suite, je ne vais pas me laisser faire. Mais il y a des façons de faire dans le « je ne vais pas me laisser faire ». Souvent, on tombe sur des fonctionnaires de police qui vont être dans la provocation. Et sachant que tu ne maîtrises pas tes droits, ils savent qu'ils vont t'avoir à un moment donné parce que tu ne vas pas contrôler tes émotions. Donc le premier des conseils, c'est prendre le temps de mieux se connaître en profondeur. Contrôler vos émotions. À l'époque, je ne me disais pas ça. Je me disais, ouais, ils sont là juste pour nous casser la tête. C'est vrai. À partir du moment où tu appréhendes les choses autrement, vous êtes là pour me servir et me protéger. C'est-à-dire même si... Si tu leur dis ça, c'est chaud. Oui, mais il y a des façons d'amener les choses. Si tu le sais, toi. Voilà, déjà, c'est si tu le sais. Moi, je dis souvent aux jeunes, si vous avez des choses à vous reprocher, à un moment donné, le gars le plus intelligent, c'est celui qui t'es pris. Tu sais, ça fait partie du game, comme on dit. Si tu n'as rien à te reprocher, sache que tu as des droits que tu peux appliquer. Tu te fais malmener par un keuf ou tu t'estimes qu'il y a eu contrôle abusif, mais tu sais que tu as le droit de porter plainte. Porter plainte ne fait pas de toi un lâche. Porter plainte, c'est juste t'appliques tes droits, tout simplement. Les fois où j'ai commencé à porter plainte contre des policiers qui me collaient des outrages et rébellions, je ne vais pas dire bizarrement, mais à chaque fois, c'était classé sans suite. Parce que le procureur ou les procureurs ne vont pas se casser la tête à lancer une enquête administrative sur leurs fonctionnaires de police. Bien sûr. Ils sont en galère. Ils cherchent à recruter, donc d'où les pubs qu'on voit un petit peu partout. Je ne vais pas empêcher un jeune, tu vois, issu des quartiers ou autre, de rentrer dans la police. Mais si tu rentres dans la police, sache que c'est pour servir et défendre les citoyens. Et faire respecter les lois, mais encore, il y a certaines lois encore, ça à remettre en question. Ça,
c'est un autre sujet. Moi, quand je me suis engagé à l'époque, c'était pour bousculer la machine. Et en quelque sorte, je peux dire que j'ai réussi sans être élu dans la majorité ou maire. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de se faire respecter en tant que citoyen. Quand on a lancé notre première liste citoyenne sur Fresnes en 2008, avant les résultats, j'étais le grand chauve, le grand noir. Et après les résultats, Monsieur Kanouté, notre bureau reste ouvert. Et c'est la première fois qu'il m'appelait Monsieur Kanouté. La réponse qu'on leur a apportée, politiquement parlant, c'est comme si on leur envoyait un uppercut dans la tête. Pour leur faire comprendre qu'aujourd'hui, vous allez nous respecter. Ouais, c'est ça, parce qu'on représente 11,11% des habitants, des votants. Mais si on reste là, les bras croisés, à passer son temps à critiquer, à pas faire de propositions, à pas faire comme ce que toi tu fais. T'as attendu après personne pour créer Sport et Création. T'as tes ateliers, t'as tes activités, t'es reconnu sur le plan national. Tu devrais avoir des antennes dans chaque grande ville. Et le problème, c'est quoi? Pour revenir sur ta précédente question sur pourquoi je suis autant engagé, c'est parce qu'il existe des associations comme la tienne et comme d'autres qui agissent au cœur des quartiers, qui agissent avec les habitants de ces quartiers et qui ne fait surtout pas sans eux. Parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'associations qui prétendent agir dans les quartiers populaires où tu te rends compte que le conseil d'administration et la direction ne sont pas issus de ces quartiers-là. Donc, c'est des gens qui viennent penser et faire pour nous. Moi, j'ai l'impression qu'on est actuellement dans une vague où c'est hyper vendeur de venir de la banlieue. Tu as des grosses associations qui s'implantent, comme tu dis, dans les quartiers, qui ne connaissent pas les quartiers, qui brassent à mort. Et voilà, parce que j'ai l'impression que la banlieue, aujourd'hui, ça fait vendre. Est-ce que tu as ce sentiment-là ou pas? Ouais, j'ai ce sentiment-là depuis pas mal d'années. D'ailleurs, ça m'a valu de la part de certains proches de me reprocher d'être trop dur avec justement certains de ces individus qui prétendent venir nous accompagner à avoir une meilleure ingénierie dans la manière dont on va faire notre empowerment, nos actions. Alors qu'en réalité, ces personnes-là sont spécialisées en soulèvement de fonds publics et privés. Alors que pour moi, quand tu arrives avec cette science-là, partage-la en fait. Et permet justement à ceux qui font avec rien, de pouvoir bénéficier des fonds publics ou privés et d'élargir leur champ d'action. Je n'hésite pas, moi, à dire à des associations qui sont approchées par ce genre d'individus, attention, je vous mets en garde, comme on part de rien, et on fait avec rien habituellement, et quand à peu, c'est déjà beaucoup. C'est totalement ça, parce que comme tu dis, nous on part de rien, on est des personnes engagées, de toute manière on est issus de ces quartiers. En fait, c'est pas un aspect pécunier qui nous intéresse, c'est d'abord, comme tu dis, c'est d'abord l'humain et rendre ce que la cité nous a donné, parce qu'elle nous a donné beaucoup. Rendre ce que la cité nous a donné et surtout ne pas laisser place au vide. Parce que quand on laisse place au vide dans un quartier, on sait très bien ce qui s'y installe. Donc j'ai l'expérience avec mon propre quartier. Aujourd'hui on dit le quartier il est désert. Mais je préfère qu'on se dise que le quartier est désert qu'il soit tenu par un autre milieu. Parce qu'on a indirectement impacté sur les futures générations qui ont évolué et ont vu le pour et contre, le bien et le mal. Et certains aujourd'hui suivent ce chemin-là. Je dis moi je veux continuer dans l'associatif et faire comme ceux du quartier qui ont créé des associations, qui ont essayé de nous faire sortir du quartier, nous faire découvrir autre chose. Aujourd'hui par exemple, tu as plein de jeunes qui disent comment se fait-il, mamie, tu connais un tel, un tel? Parce que très tôt, j'ai fait l'effort d'aller voir ce qui se passait ailleurs. Et j'ai fait l'effort d'être dans l'ouverture. Mentalité tchékard, on est très fermé sur nous-mêmes, souvent très méfiant des autres. Quand tu commences à évoluer, tu as des portes qui se ferment. Tu peux pas rester dans ta cité. Et tu peux pas partager avec les expériences des uns et des autres. Et nous, sur le 9-4, par exemple, on a eu cette richesse, grâce à Nadia du Conseil Général, qui est chef du service jeunesse du département, qui, elle, dès le départ, n'a pas cherché à aider ou accompagner des associations ville par ville, non. On crée un festival. Alors on a parlé de ton engagement associatif, politique, c'est que voilà, tu es un activiste et ça c'est en toi. Tu étais éducateur spécialisé, donc pareil, ça rejoint aussi l'engagement. Et tu t'es mis à devenir acteur. Et moi j'avais vu un film, il me semble que c'était alors Mon Frère, et j'ai été très touchée parce que déjà j'étais un ami donc je te connais. Comment on est venu te chercher? On n'est pas venu me chercher, on va dire que le cinéma a frappé à ma porte alors que j'étais pas du tout dans l'optique de me retrouver face caméra. En tout cas pour le cinéma. Tu vois, tout à l'heure, je t'ai évoqué le fait qu'on est certains à avoir pris cette habitude à être solidaires, à se donner de la force les uns les autres en fonction de nos actions, nos activités, qu'elles soient associatives ou professionnelles. Ça a commencé avec la Cité Rose. Donc je rendais visite à Sadia Diawara, que tu connais très bien. Salut, très bon gars Sadia. Mon frère. Je rendais visite pendant le casting et tu as le réalisateur, Julien Abraham, qui m'aperçoit et qui va voir Sadia et me dit il ferait pas mal sur le profil qui nous manque là. La tête vénère.
Je sais pas si c'était pour la tête vénère. En tout cas, ils sont venus. Je sais que Sadia, il a essayé de me persuader à faire quand même le casting. J'ai fini par céder. Je me suis amusé, même si on ne me voit qu'à la fin. Mais bon, c'est la loi du cinéma. Et juste cette apparition me fait basculer sur une grosse production à l'époque, sur le film Les Gorilles, avec Joe Star, Manu Payet, Alice Belaïdi. Et là, je me retrouve complètement plongé dans une grosse production où on tourne entre Paris et Cannes. Et là, c'est la première fois que je touche voilà, un cachet conséquent. Ah ouais, d'accord. Donc c'est ça le cinéma. Non, mais le pire, c'est tu t'amuses. Ouais. Parce que il y avait de l'action, donc j'ai pu faire mes scènes d'action, tu vois, parce que j'avais une doublure. Hein. Et j'ai dit, en fait, il n'y a pas moyen que je fasse mes cascades, parce que il se peut que ça soit mon dernier film, tu vois. Et là, on m'a laissé faire 80% de mes cascades. Les seules cascades que j'ai pas pu faire, c'était une chute de je sais plus combien de mètres d'un balcon. C'est-à-dire que là, on peut écrire nos histoires, les raconter et les réaliser. Sadia ressollicite à nouveau, mais là pour l'écriture de mon frère, parce que vu mon parcours dans la protection de l'enfance et en tant qu'éducateur. C'est facile pour toi, t'étais dans ton rôle. Le personnage de Papou, on l'a créé. C'est ton personnage en fait. Je suis pas comme ça. Ah ouais, je suis pas comme ça comme éducateur, tu vois. Mais par contre, différentes séquences du film, en tout cas, sont inspirées de faits vécus, tu vois. J'ai plein de jeunes que j'ai eus qui se sont reconnus après avoir vu le film. Et ils m'ont dit, ouais, mamie et tout, tu t'es inspiré de ce que tu nous as fait subir sur le camp et tout. Moi, je t'ai reconnu en tout cas. Franchement, c'était une super belle aventure parce que là, Sadia, il m'offrait une belle opportunité. C'était ma première expérience en tant que scénariste. J'y connaissais rien du tout. J'ai fait un peu de musique, donc écrire, ce n'est pas un problème. Là, se mettre dans la position de celui qui va créer des personnages, tisser une histoire autour d'une thématique bien précise, c'est ouf, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, tu vois, en tant que consultant et intervenant, j'utilise le cinéma comme outil pédagogique. C'est mon premier outil. Notre jeunesse, en tout cas. L'image, c'est, j'ai envie de dire, c'est leur prof. S'il n'y a pas d'image, c'est mort, tu n'auras jamais leur attention. Et en plus, moi, avec mon statut, mon petit statut aujourd'hui dans l'acting, en réalité, les gamins, ils se disent mais c'est un monsieur qu'on voit à la télé, et, il vient normal discuter avec nous. Beaucoup pensent que ça y est, je vis du cinéma parce qu'il y a le Festival de Cannes ou les Oscars. Non, le cinéma, ça reste encore secondaire. Après, effectivement, il y a des opportunités par-ci par-là. Là, je viens de terminer le tournage d'une série qui va sortir l'année prochaine. Et j'arrive, tu vois, à la fois à continuer à être actif dans le monde associatif, dans le monde politique, dans le social. Ça veut dire que demain, même si mon statut évolue, je vais avoir extrêmement de mal à me détacher de tout ce qui m'anime en fait. Et c'est pour ça que j'ai vraiment du respect pour toi justement par rapport à ça. Et c'est pour ça que je dis que tu étais vraiment un des visages importants du militantisme. C'est important de s'engager localement. Parce qu'on a plus d'impact que dans les grosses manifestations où on a du monde, mais après derrière, il n'y a pas de suite. En fait, à chaque fois qu'on te sollicite, tu es là. La dernière fois, on s'est vu à Pierrefitte avec l'association Les Déterminés. Là, pour conclure justement notre apéritesse, quels sont tes futurs projets, puisque tu en as plein? Il y a des projets d'écriture, j'espère aussi de réalisation, puisque j'espère pouvoir réussir à mon tour réaliser, pourquoi pas produire. Mais sur le plan associatif, je vais créer une nouvelle association qui est déjà créée mais que j'ai pas eu le temps de bien développer. Localement dans un premier temps, mais je compte m'élargir parce qu'il y a le réseau. Donc un réseau, ça sert à ça aussi. Et qui va être dans la continuité de ce que je fais en tant que consultant et intervenant, et que je vais appeler Attitude. C'est le B parce que tout le monde pensait que c'était black, tu vois. Il n'y a pas de problème, tu vois. J'aime le noir, je suis toujours en noir, il n'y a pas de problème. Le BWA, c'est Bring It with Attitude. Donc il fait Bring with Attitude pour ceux qui me connaissent bien. Et le Bring, c'est apporter ou donner. Donc on apporte et on donne avec attitude. C'est-à-dire toi, Inde, à travers Espoir et Création, tu apportes et donnes avec attitude. Donc tu es une BWA. Et je le précise souvent, je me fie uniquement à ceux qui font. C'est-à-dire qu'on est tous en capacité de faire et d'apporter des choses avec attitude. On a une société qui va faciliter la promotion, entre guillemets, de faire du sale. Nous, on est en capacité de proposer du propre. Et l'objectif, c'est pas de rester observateur, mais d'être acteur sans modération. Sachez-le. Merci pour cette interview. Merci à toi. Je te souhaite de belles choses et une longue vie surtout. Merci. La santé, ça c'est important. La santé surtout. Je te souhaite encore une très 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 longue vie, toi personnellement et à ton association et à toute ton équipe qui t'entoure.